Dans cet épisode, Com et Maëlys m'ont raconté leur histoire d'amour et l'annonce du cancer du cerveau de Com. Ils m'ont parlé de l'impact de la maladie sur leur couple, sur leur discernement, dans leur relation avec leurs proches. J'ai été très touchée de la confiance avec laquelle ils vivent cette épreuve. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marguerite de Boisredon, en formation pour devenir conseillère conjugale. Si le cœur vous en dit, c'est le podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour, belles, parfois douloureuses, intenses et un peu tout ça en même temps. Bonne écoute. Coucou Com et Maëlys. Salut Marguerite. Merci beaucoup de m'avoir écrit Maëlys pour me proposer qu'on enregistre un épisode ensemble et pour que vous me racontiez votre belle histoire d'amour qui est encore jeune mais qui a déjà vécu beaucoup de rebondissements. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce qui vous amène aujourd'hui au micro ? Du coup, c'est moi qui ai fait le choix de venir au micro aujourd'hui parce qu'on vit une situation un petit peu particulière qui est en même temps très belle. Enfin, on a une très belle relation et Com est malade et du coup, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de témoigner et surtout, moi, je suis avide de podcasts de gens qui vivent ma situation. Donc, vu que j'ai pas encore trouvé beaucoup de choses sur le sujet, je me dis que c'est l'occasion d'en parler. Trop chouette. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu quelle est la maladie de Com ? Oui. Donc en janvier 2024, on s'est rencontrés en mars 2024, on m'a diagnostiqué un cancer du tronc cérébral. Donc tronc cérébral qui est une partie qui va du cerveau jusqu'à moelle épinière. Et voilà, donc ça a des symptômes sur ma face, le nerf facial. Et voilà, donc ça s'est diagnostiqué en janvier 2024 et le diagnostic a mis un peu de temps à se faire. Mais aujourd'hui, donc, j'ai une chimiothérapie médicamenteuse. Donc chimio plutôt cool si on peut dire, avec pas trop de fatigue, mais qui apporte quand même des questionnements sur le sens du couple et de l'engagement avec une maladie qui malheureusement risque de durer quand même quelques années. On n'a pas aujourd'hui de traitement qui va arrêter dessus de la maladie. Ok, tu dis qu'il y a des questions qui se soulèvent parce que vous avez décidé de vous marier il y a quelques temps, c'est ça ? Ouais. Exactement. La bagouze est là. Trop bien. Est-ce qu'on peut revenir, avant de parler de tout ce qui est engagement et toutes les questions qui sont liées quand il y a la maladie dans le couple, est-ce qu'on peut revenir à votre rencontre, comment elle s'est faite ? Je crois que ça allait assez vite entre vous. À ce moment de mars 2024 à Toulouse, vous vous êtes rencontrés ? Donc on a tous les deux débarqué à Toulouse, moi en février et Maëlys en mars, pour des stages. Moi mon stage de fin d'études d'ingénieur, et Maëlys pour un stage de césure. Et donc nouveau dans cette belle ville. Et grâce à la paroisse, journée d'intégration, on s'est rencontrés comme ça. Et ça a assez vite accroché. On s'est revus 5 fois après notre première rencontre. Et en fait, assez vite, on a senti que les choses passaient bien, qu'il y avait une certaine évidence à cheminer ensemble. Ouais, on s'est rencontrés à Rocamadour. Et puis on s'est revus le lendemain. Et puis après, le surlendemain, ou 3 jours après, puis 3 jours après, puis 3 jours après, puis c'était fait. Ok, trop bien. Ouais. En un mois, on s'est mis en couple. Et on était tous les deux à Toulouse dans notre petite bulle, donc forcément, on n'avait pas de copains. Moi, j'avais quelques connaissances que j'avais contactées et je me suis fait rapidement des copains. Donc, on a vite trouvé du monde, mais on était quand même que tous les deux dans la bulle, quoi. Et il n'y avait personne avec nous pendant 6 mois, donc c'est sûr que commencer son couple là-dessus, c'était une belle expérience et c'était une belle manière de commencer les choses. Trop bien. Et est-ce que vous sauriez dire à cette période-là ce qui vous a plu l'un chez l'autre ? Le physique. Non, ce qui m'a fait vite dire qu'en tout cas on partait dans la bonne direction, c'est que c'était très simple. On parlait avec beaucoup de simplicité de sujets qui pouvaient être assez lourds, notamment la maladie. Et donc oui, le naturel avec lequel on se livrait et où on était très en vérité l'un avec l'autre. Ouais, moi je trouve qu'il y avait aussi une part de maturité. Et justement que Com me dise le deuxième jour où on se rencontre, écoute juste un petit truc, j'ai un cancer du cerveau. Ah ok, très bien. Et qu'on continue là-dessus, il y avait on a quand même vite compris qu'on était assez alignés sur notre manière de voir les choses et notre manière d'aborder les problématiques et les soucis de la vie. Et qu'on a un peu le même équilibre. Et ça, moi, je l'ai assez vite senti.
et qu'on est tous les deux assez fêtards, mais en même temps assez calmes, assez studieux et en même temps pas du tout intello, assez aventuriers et en même temps pas des gros fous, faire n'importe quoi. Donc ça, moi, c'est aussi quelque chose qui m'a attirée assez vite. Et du coup, est-ce que vous pouvez revenir un peu au moment où, pour la première fois, vous avez parlé de ta maladie, comme quand enfin, est-ce que tu t'es dit, il faut que je dise à Maëlys maintenant pour que si elle préfère qu'on s'arrête là, on s'arrête maintenant. Enfin, tu t'es dit quoi en fait quand tu lui en as parlé la première fois? Alors à ce moment-là, je commençais tout juste à faire des IRM, on commençait à découvrir, mais on ne savait pas exactement ce que c'était. Donc dans ma vie personnelle, ça prenait pas encore une place, à part une place logistique, donc il fallait que je remonte à Paris régulièrement. Mais ça n'avait pas une importance et encore énorme dans ma vie. Mais j'avais quand même conscience que c'était sûrement un sujet important. Et je trouvais ça très important de le partager avec Maëlys pour être en vérité dès le début. Hein. Je ne savais pas, la deuxième fois on s'est vu, je ne savais pas quelle allait être la suite tous les deux, mais en tout cas, je savais que c'était un sujet important à mettre sur la table pour envisager quelque chose. Ouais. Et qu'elle soit consciente dans quoi elle s'engageait. Et moi, il me l'a pas présenté, enfin, on ne pouvait pas dire que c'était un cancer à l'instant T. On savait juste qu'il y avait une masse, on ne savait même pas encore comment elle évoluait, parce que du coup, vu que c'est le début, on n'avait pas pu faire d'évolution, dire que ça grossissait ou pas. Donc juste, voilà, j'ai une masse à l'arrière de la tête, une lésion d'ailleurs, c'était ça le terme. Bon, c'est potentiellement une tumeur, mais on se rassurait beaucoup. Et tous les deux, on était un peu là, bon, on verra bien, mais on le prenait vraiment à la légère. Et ça n'avait pas du tout l'impact de « on a un cancer enfin, ». C'était bon, on verra bien ce que c'est. Moi, quand je le présentais à mes copains, bon, je disais quand même les termes cancer potentiellement, etc. Mais je disais aussi ça peut être du gras. Enfin, on n'en sait rien. Et donc on le prenait. Enfin, ça n'a jamais été un sujet au début. On Même, a quand même conscience que ça pouvait être un sujet. Oui, on l'a abordé dès le début, en tout cas, de manière très confiante, sans paniquer. Et toi, comme quand tu l'as découvert en janvier, qu'est-ce que tu t'es dit? Donc à ce moment-là, tu étais célibataire, tu étais dans ta vie d'étudiant, voilà. Enfin, ça a eu quoi comme impact sur ta vie à ce moment-là? C'était très spécial parce que donc je quittais Paris, je finissais mes études d'ingénieur. Donc j'étais vraiment dans le rush, les dernières soutenances, le départ et tout. Donc j'ai mis un peu de temps à réaliser, mais ça faisait un peu un effet épée de Damoclès. C'est une tumeur qui évolue très lentement dans la vie, mais qui en même temps peut avoir des grosses poussées. Et donc un peu ce truc de se dire, en fait, du jour au lendemain, je vais peut-être pas en mourir, mais en tout cas, ma vie va peut-être être mise en pause, parce que je vais devoir aller à l'hôpital. Et donc ce truc de se dire, en fait, c'est peut-être important de profiter de sa vie, et donc pas dans le sens aller faire la fête et vivre tout ce dont on a envie de vivre, mais en tout cas, du coup, j'avais vraiment cette envie de vivre des belles choses et que chaque instant compte. Et votre rapport à la maladie, au cancer avant dans votre vie, enfin, c'était quelque chose qui était présent l'un et l'autre ou pas du tout? Ouais, moi c'était très présent parce que j'ai perdu un grand-père d'un cancer du pancréas de manière assez fulgurante et un peu violente parce que c'était mon grand-père chéri, il avait 70 ans, il était hyper en forme. Donc on l'a vraiment vécu dans ma famille comme ouais, c'est hyper injuste. Bon, en effet, un monsieur qui meurt à 70 ans d'un cancer, c'est pas non plus très injuste. Et après, quand j'ai rencontré Com, j'ai perdu mon deuxième grand-père le jour où on s'est mis en couple, ou la veille, encore du même cancer. Donc je baigne dans les cancers. Et pour le coup, le deuxième grand-père, alors il y avait, d'une part, il était plus âgé, j'étais moins proche de lui, donc je ne l'ai vraiment pas pris de la même manière que le premier. Il est décédé en une semaine, ça a été extrêmement rapide. Mais j'ai été très détachée de ça. Et aussi, je pense que j'étais en train de me mettre en couple avec Com, et il y avait ce côté, en fait, l'amour prend le dessus. Et j'étais pas triste. Et c'est horrible de dire ça, mais j'étais pas triste du décès de mon grand-père, alors que le premier, je me remets encore. Et ça fait 3 ans, quoi. Donc ouais, moi je baignais un peu là-dedans. Et moi, pas du tout. On n'a jamais eu de problème de santé dans la famille, donc c'était pas du tout quelque chose qu'on connaissait. Et ouais, 2-3 opérations, même pas beaucoup d'opérations dans les frères et sœurs, donc
On a nos parents qui sont médecins, mais à part ça, Vos deux parents sont médecins? mes deux parents sont Allez, médecins. tiens, ok. Et donc à part ça, la maladie, on ne connaît pas trop. On n'a jamais connu ça. Ok, d'accord. Très chouette. Et donc votre relation a continué à suivre son cours, à évoluer et tout ça. À ce moment-là, vous étiez encore dans des phases d'examen, donc vous ne saviez pas très bien de quoi il retournait, c'est ça? Les choses se sont précisées au fur et à mesure. On a les médecins, je pense, ont été en vérité, hein, mais voilà, au fur et à mesure, les choses se sont posées. Donc en mettant, en soi, ça reste une tumeur qui prend du temps à évoluer. Donc ce qu'on m'avait annoncé dès le premier jour, mais voilà, à chaque fois on met des mots un peu plus techniques. Et, Je pense que la première fois que ça s'est vraiment concrétisé, c'est quand on a commencé à parler de chimiothérapie. Parce que du coup, à Toulouse, il y a eu les résultats des IRM qui montraient que ça grossissait. Donc on ne pouvait pas ne rien faire et attendre. C'est posé la question du coup d'un traitement, on ne savait pas lequel. D'y planter une aiguille pour en déterminer la nature, mais on ne savait pas quand. Donc ça, c'était un peu les questionnements de Toulouse. Et après, moi, je suis partie au Canada pendant 5 mois pour mon échange universitaire de fin d'études. Et là, c'est la première fois qu'on a parlé de chimio, où les médecins ont dit, bon, alors, ce qu'on profile, c'est une biopsie pour en prélever un bout, et après la chimio. Et en fait, le mot chimio a vraiment quand même concrétisé le fait que, oui, bon, c'était un cancer, et ça allait sûrement être un cancer. Et toi, Maëlys, du coup, la place que tu avais dans toutes ces questions, parce que vous étiez ensemble, mais depuis très peu de temps, et tu en parles, tout à l'heure, tu disais, on a un cancer, machin. C'est quoi un peu la place que tu as eue, que tu as aujourd'hui dans la maladie de Côme, et même en couple comment vous vivez ça? Parce que c'est Côme qui est malade, mais en fait, en couple, c'est hyper c'est central. À deux. Ouais, c'est à deux. Au début, non. Au début, c'est toi qui avais une tumeur. Ça s'est concrétisé, c'est devenu un problème à deux quand on a parlé de traitement, parce que du coup le traitement allait être supporté par deux personnes. Côme subit l'impact médical, donc la fatigue, les effets secondaires, voilà. Mais la peur, elle est partagée par les deux. Après, bon, la peur, tout est relatif, mais l'angoisse, elle est partagée de manière égale. Et puis surtout, le soutien quand il va pas bien, c'est moi qui le donne. Et donc, oui, le cancer, c'est à deux, la chimio, c'est à deux. C'est spécial de vivre ça aussi dès le début d'une relation, parce que ça fait aussi se poser des questions qu'on ne se poserait pas aussi rapidement. La chimiothérapie, ça a des impacts aussi sur d'autres parties du corps. Et donc, ça demande de se poser des questions en couple qu'on ne se poserait pas au bout de 6 mois de relation. Donc, c'est aussi spécial et ça, je pense, fait avancer le discernement vers des questions plus matures qu'un couple de 6 mois qui a encore les papillons dans le ventre et beaucoup d'innocence. Parce que c'était quoi, du coup, les questions qui vous sont venues à ce moment-là? Notamment sur la sexualité. La chimiothérapie, ça a des conséquences sur la fertilité. Donc, on va se poser des questions sur sa fertilité. Ça a été quand même assez rapidement une évidence de s'engager. Mais bon, ça restait 6 mois de relation, donc c'est quand même assez jeune. Mais on se les est posées ensemble, ces questions, parce que on savait à peu près là où on allait. Donc, mais c'est sûr que c'est spécial aussitôt dans une relation d'avoir se poser ces questions. Et du coup, par exemple, pour la fertilité, quelle était la manière dont vous avez abordé la question et quelle a été la réponse que vous lui avez apportée? Parce que tu dis que ça a été très rapide, mais il y a forcément eu un peu de réflexion. Les médecins nous ont présenté le traitement, ils nous ont dit voilà les effets secondaires possibles, donc le fait d'être stérile. On a des moyens pour pallier à ça, qui sont tous les moyens de procréation médicalement assistée. Après, nous, la question ne s'est pas trop posée, et ce traitement, on devait le subir, donc on s'est dit, on verra bien. De toute façon, tous les couples ne sont pas non plus touchés par l'infertilité, la question se posera quand elle se posera, et on verra après le mariage, ou plus tard. Mais c'est sûr que c'est des gros sujets, et puis on ne peut pas commencer à avoir des enfants directement après un traitement, il faut un délai de latence, donc ça on en a conscience aussi. Il y a plein de gros même questionnements liés à ça. Ok. Et toi, Maëlys,
quand Com t'a dit ça, enfin quand les médecins vous ont dit ça, tu t'es dit ok on verra bien, ou alors il y a eu un moment où tu t'es dit en fait est-ce que vraiment j'y vais, est-ce que vraiment je reste avec ce garçon qui potentiellement pourra pas avoir d'enfant et donc moi non plus. J'ai jamais douté du fait que je reste avec Com, et ça a toujours été évidemment que j'allais rester avec Com, parce que aujourd'hui ce serait une douleur encore pire qu'autre chose que de devoir quitter Com. Donc la question s'est jamais posée, mais effectivement, réaliser ce que c'était comme engagement par rapport au mariage, par rapport à la sexualité, par rapport à la vie, par rapport au décès, enfin plein de sujets différents. Parfois, ça vient en tête et ça résonne dans la tête. Notamment au moment de la biopsie qui a été un peu dur à porter parce que la biopsie s'est bien passée mais a été une opération super lourde à vivre, quoi. Moi j'étais un peu là, mais est-ce que Com, tu te rends compte de l'engagement que je prends pour toi? Est-ce que tu te rends compte qu'on se marie en sachant pas si demain tu vas vivre, en sachant pas si demain on va pouvoir avoir des enfants? Quelle est la valeur de l'engagement? Et en fait c'est rigolo, mais j'en ai parlé avec un garçon de mon travail plus âgé qui se marie et qui m'a dit, mais Maëlys, c'est ça la valeur de l'engagement, c'est de se marier alors que tu sais pas de quoi demain est fait, c'est de se marier dans la santé, dans la maladie, c'est de se marier quoi qu'il advienne. Et c'était une discussion toute bête autour d'un café à la machine à café, et depuis je me dis ouais c'est vrai. Allez. Mais oui effectivement ça n'a pas été un doute, enfin, ça n'a pas remis en cause mon choix, mais c'est quelque chose où j'en parlais à Com en tout cas. Ouais, donc le fait de se marier, c'est pas une question, c'est plus toutes les implications que ça a. Tu réalises petit à petit un petit peu tout ce que ça Ouais. a comme... Bah, je pense qu'en fait, tant qu'on ne vit pas de choses dures, vraiment, le fait d'être malade à l'hôpital, on ne se rend pas compte de ce que c'est. Et que moi, j'ai vraiment eu besoin de la biopsie pour me rendre compte un peu de l'envergure du truc. Internet aide aussi un peu à se rendre compte de l'ampleur du truc. Après, il ne faut pas trop regarder Internet. Qui te double. Mais on reste très innocent tant que ça se passe bien. Et là, la chimio se passe très bien. Bon, bah, on vit ça très bien. Parce qu'on se rend... Enfin, il n'y a pas de douleur à vivre ça. Ouais, en fait, c'est plus le potentiel, les potentiels problèmes qui pourraient arriver plus tard, Oui. qui pourraient vous faire stresser. Oui. Mais aujourd'hui, ça va bien, vous êtes heureux, vous êtes amoureux, donc vous êtes en mode on fait confiance et Oui. on profite du fait que là, c'est plutôt doux, quoi. Oui. Mais pas sans naïveté. Mais pas sans naïveté. On a quand même conscience de ce que c'est, mais les choses se passent bien, donc on ne se laisse pas abattre par ce qui pourrait arriver après. On prend ce bon moment et si on peut dire de répit dans la maladie, et on en profite, mais sans prendre ça à la légère. On sait que ça pourrait devenir grave, que ça pourrait avoir telle conséquence, et on en a conscience. Et du coup, quand est venue la question de se marier, quelle place ta maladie Com a pris dans le discernement? Est-ce que du coup vous avez d'autant plus réfléchi, ou alors est-ce que ça vous a fait vous dire que vous vouliez vous marier encore plus vite parce que vous aviez abordé plein de questions beaucoup plus vite qu'un couple de 24 ans normal entre guillemets, quoi? Alors moi j'aime bien dire, mais il y a des gens qui vont me prendre pour un fou, mais qu'on a peut-être de la chance en fait de vivre cette épreuve, parce que en fait c'est un peu le reflet de la vie, et malheureusement tout couple à un moment dans sa vie de couple va sûrement rencontrer des épreuves, et donc moi j'ai l'impression que ça aide au discernement en fait, et parce que en fait on se rend compte que dans l'épreuve on s'aime encore, et que donc, on s'aime pas juste pour les bons moments, et donc ouais, ça aide le discernement, et il n'y a pas eu de question on se marie vite avant que ça devienne trop grave, mais voilà, en tout cas ça nourrit le discernement très clairement. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs trucs à discerner, c'est ça. Enfin, faut pas se dire qu'on se marie vite parce que on a peur que la chimio un coup prenne plus de poids et que du coup on presse le truc. On y serait allé dans tous les cas et on se serait marié dans tous les cas. Et même quand on a annoncé à nos parents qu'on voulait se marier, ils nous disaient « Ah bon, mais vous êtes sûrs ?» Enfin, il y a eu un peu ce réflexe de « Mais Com est malade, pourquoi vous faites ce choix-là ?» Et en fait, ce choix-là, on l'aurait fait dans tous les cas. Et c'était nos caractères. Et dès qu'on s'est rencontrés, on se l'est dit avant de se mettre en couple. Tu sais à quoi tu t'engages. Enfin, moi, si je cherche quelqu'un, c'est pour la vie. Et si je me mets en couple avec toi, c'est pour voir ce que ça peut donner, mais pour la vie, pas pour 2 mois.
Et la maladie a aussi un peu direct posé les bases, juste on dit bon bah voilà, tu sais à quoi tu t'engages si tu te mets en couple avec moi, moi je suis comme ça. Donc après la décision du mariage a été assez indépendante de la maladie. Et je pense pas que ça ait tellement joué dans la prise de décision, juste c'était nos caractères, ça filait droit et c'était évident et voilà. Je recommence. Et toi, est-ce que comme tu t'es dit à un moment... Enfin, est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, mais en fait, est-ce que vraiment je prends cette décision de demander à Maëlys si elle veut être ma femme, alors qu'en fait, je sais pas du tout de quoi mon avenir sera fait. Enfin, est-ce que tu as eu un moment où tu t'es dit, mais en fait, je sais pas du tout dans 5 ans où j'en serai et tout ça? Ou alors, pareil, tu es dans une forme de confiance qui fait que tu te poses pas trop ce genre de questions? C'est pas que je me pose pas la question, mais bah, en fait, si je commence à me poser trop ces questions, bah, en fait, j'arrête de vivre parce que, bah, en effet, ça se trouve, dans 10 ans, ça deviendra super grave. Et donc, bah, si je pars de ce principe, j'arrête de vivre, mais j'arrête de vivre voilà, pour peut-être quelque chose qui deviendra grave dans 20 ans. Donc sûr que c'est... Bah, ouais, c'est pas sans conséquence, mais bah, il y a un moment, en fait, faut y aller. Et oui, je le vis en fait avec beaucoup d'espérance et beaucoup de confiance. On verra de quoi demain est fait et donc on s'engage. Et pour la question de Marguerite, je suis pas sûre que tu aies trop douté à me demander Non, en mariage. il n'y a pas eu beaucoup de doutes, mais j'ai quand même conscience de ce que ça pourrait impliquer derrière. Mais bah voilà, je ne vais pas m'arrêter de vivre pour ça. On ne va pas s'arrêter de vivre pour ça. On continue à avoir des projets. Parce que bah, si on se dit, ah mince, ah oui, peut-être que je serai à l'hôpital à tel moment, donc on ne fait pas ça, on s'arrête de vivre malheureusement. Et Dans le couple, c'est plus moi la rabat-joie que Com. Enfin, c'est plus moi à dire, mais Com, tu te rappelles que tu as une tumeur au cerveau et que potentiellement, dans 2 mois, ou dans 6 ans, ou dans 20 ans. Alors que Com, il est là, oui, mais bon, bah justement, si c'est dans 2 mois, autant kiffer nos derniers mots. Et pour un voyage, c'est pareil, on prendra une assurance annulation, mais on le planifie, on va jusqu'au bout de notre projet. Bon, sachant qu'on se projette un peu plus long que 2 mois. Oui, bien sûr. Mais je sais pas si c'est des histoires de caractère, ou de masculin, féminin, ou de malade, pas malade. Mais ouais, c'est plus moi qui freine. Enfin, sans freiner, mais voilà. Ouais, qui est la partie un peu plus raisonnable parfois. Oui. Okay. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment, enfin tu l'as un peu évoqué Maëlys, mais comment ont réagi vos familles quand vous avez dit que vous vouliez vous marier? Parce que c'était d'une part assez rapide après votre rencontre, parce que vous avez décidé de vous marier là cet été, c'est ça? En 1 an après cette mise en couple, donc en avril. Ok. Et vos parents ont réagi comment? Enfin vos parents, frères et sœurs, amis, tout ça? Bon, alors tout le monde était très heureux et nos parents, c'était la meilleure nouvelle qu'on puisse leur donner, honnêtement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que les réactions, moi c'était plutôt du côté de mes parents à moi. Ça a été au moment en fait de la biopsie, du coup qui s'est pas très bien passé, c'est toujours pareil. Ça a été des longues semaines parce qu'on attendait les résultats de la biopsie, pardon. Comme se remettait doucement de l'opération, il n'était pas en forme, le moral n'était pas bon chez moi. Donc pas très bon chez mes parents par conséquent. Et c'est aussi le moment qu'on a choisi pour payer tous les acomptes de traiteurs, lieux, etc., etc. Donc forcément, moi, mes parents, ils étaient un peu en mode pourquoi vous dépensez 5 000 € alors que vous n'avez pas encore ces résultats de biopsie, que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Et c'est sûr que ça, c'est du détail, mais ça a été assez lourd à porter parce que je prenais ça pour un manque de confiance et on ne te soutient pas dans le choix que tu fais, alors que je sais très bien que ils sont ravis de ce mariage et qu'ils sont ravis que je me marie comme et qu'ils adorent comme et qu'il n'y a pas de question. Mais donc ça a été la réaction un peu lourde à porter où moi j'étais mais déjà que c'est long d'attendre les résultats, j'ai pas besoin que vous commenciez à m'engueuler parce que j'ai dépensé 3 000 € dans un photographe. Enfin, c'est pas dans le photographe les 3 000 €. Voilà. Et moi, bah, mes parents un peu à l'opposé et comme moi en fait beaucoup dans la confiance et à dire bah, en fait c'est beau de s'engager malgré cette épreuve. Et vous avez raison en fait, de vous engager, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, et vous connaîtrez, tout couple va connaître des épreuves, malheureusement, ou pas. Mais voilà, en fait, allez-y, c'est beau, sans que ça soit complètement inconscient comme choix. Mais après, dans la confiance, mes parents.
Une fois que les résultats de la biopsie sont tombés et qu'ils étaient ceux qu'on attendait, et voilà, tout est rentré dans l'ordre et aujourd'hui on est 100% soutenu par tous nos parents et qui sont extrêmement heureux pour nous et il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais c'est sûr que le moindre petit détail fait un peu mal et tout est un peu interprété. Ouais, tout peut être un peu indélicat. Oui, oui. Ouais. Et de la part de vos amis, vous avez eu un peu quoi comme réaction? Moi, c'est plutôt en me mettant en couple. Les gens me disaient un peu, mais pourquoi tu te mets en couple avec un garçon qui a un cancer du cerveau? Je dis, mais parce que je vais pas lui dire de partir parce qu'il a un cancer. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs amis qui m'ont dit ça et qui étaient là, mais Maïs, faut te protéger, pourquoi tu fais ça? Mais un peu même, mais t'as conscience de ce que c'est? Et aujourd'hui, j'ai toujours, enfin, il y a beaucoup de nos amis qui nous prennent un peu pour des fous inconscients. Moi, je ressens, enfin, en tout cas de mon côté, je ressens pas mal, mais vous avez bien conscience que c'est dangereux? Oui. Mais après, par rapport au mariage, ils s'y attendaient. Parce qu'en fait, c'était assez évident. Et du coup, on n'a surpris personne en disant qu'on allait se marier. Et il n'y avait aucune réaction par rapport à la maladie. Moi, mes amis n'ont pas trop de... C'est des garçons. Pas trop de réactions. Déjà, oui, les garçons, on exprime moins, mais je pense que j'ai dû infuser depuis le début en eux l'espérance et la confiance avec laquelle je prenais. Donc, ils n'ont pas dû se poser de questions et pas tellement remis en cause ma décision. Vous sauriez dire, entre le moment où vous êtes mis en couple et maintenant, comment a évolué votre relation vis-à-vis de toutes ces questions et de ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de confiance, moins de confiance? Enfin, je sais pas, mais c'est un peu large comme question, mais vous voyez l'idée? Alors déjà, notre couple a grandi avec ce diagnostic. Parce que du coup, on s'est mis ensemble sur un diagnostic très flou et qui était tout nouveau parce que bon, il avait un mois. On a décidé de se marier à un moment où ça s'est un petit peu concrétisé et aujourd'hui on est en pleine préparation de fiançailles, en plein traitement. Donc c'est très concomitant. Du coup ça a évolué en prenant de la maturité, en prenant de la confiance, en ayant de plus en plus conscience aussi de l'impact que ça avait. Je pense que comme il est parti très insouciant et qu'aujourd'hui il est beaucoup plus conscient de ce que c'est, ou en tout cas conscient de ce que c'est pour moi, et donc conscient de ce qu'il doit faire pour que moi je sois en confiance. Et il le dit souvent, mais qu'il n'aurait pas pris les choses de la même manière, c'était célibataire. Donc tu grandis par rapport à moi aussi là-dessus, et pas que par rapport à la maladie. Oui, le couple m'a... J'aurais été célibataire, je pense que j'aurais appris avec un peu moins de sérieux. Et surtout, je le vis pas seul maintenant, donc même s'il y a ma famille aussi qui le vit avec moi, mais là il y a Maëlys qui le vit particulièrement avec moi, et donc ça demande de le vivre différemment. Et oui, en fait, l'évolution de la maladie va avec la montée en maturité de notre couple, où en gros on a eu 3 phases dans notre couple: Toulouse, la distance, avec Vancouver, et là le retour à Paris où on a notre vie quotidienne, et donc avec aussi les problèmes et la réalité en fait d'un couple. Et donc cette montée aussi en maturité du côté de la maladie, où le diagnostic au début est un peu flou, donc un peu d'insouciance, et là petit à petit ça se pose. Donc une courbe parallèle au niveau de la maturité. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que moi je suis contente d'avoir grandi dans mon couple avec ça et pas de l'avoir appris en pleine fiançailles ou plus tard. On est parti avec et on finira avec. Et là, vous vivez ensemble ou vous vivez chacun de votre côté? Chacun de notre côté. Ok. Chacun de notre côté, parce que du coup, Com est encore en coloc. Ça fait pas très longtemps qu'on se connaît dans les faits, et on est aussi content chacun de pouvoir encore un peu profiter de nos copains à droite à gauche. On va passer toute notre vie habiter ensemble, donc c'est sûr que moi je suis contente d'être encore un peu toute seule. Après la question, on se l'est dit, si le traitement est trop lourd à porter, on emménagera ensemble à ce moment-là. Pour pouvoir se soutenir. Oui. Si c'est une douleur tous les soirs de se séparer, on va pas s'imposer quoi. Ouais. Je comprends carrément. Très chouette. Et donc là, vous vous mariez cet été, c'est ça? Ouais. Et comment vous envisagez un petit peu le mariage, les prochains mois qui arrivent Comme une préparation de mariage classique. La maladie, typiquement, ne prend pas de place particulière.
préparation de mariage comme tout le monde et la préparation logistique aussi. Et on envisage un mariage tout simple comme on est et à l'image de notre couple. Mais oui, en tout cas, la maladie n'est pas présente dans ces préparatifs. Ouais, puis alors je sais plus si on l'a dit face cam ou pas, mais le traitement se passe très bien. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui nous prend trop la tête. On est à la 3e cure de chimio parce qu'il y en a une par mois. Et pour l'instant, Com est à la limite un peu fatigué, mais vous le voyez pas physiquement, mais il est très beau. Il perd pas ses cheveux. Et non, il y a aucun impact sur notre vie de tous les jours. La chose qui modifie un peu la prépa mariage, c'est qu'on a appris récemment que le papa de Com était lui aussi atteint d'un cancer. Donc c'est sûr que ça rend toujours les choses un peu plus lourdes qu'elles ne le sont, d'avoir encore des mauvaises nouvelles qui s'additionnent. Je trouve que ça impacte pas la préparation parce que ça ne fait douter rien du tout, mais ça reste une épreuve de plus à vivre pendant cette préparation mariage, quoi. Est-ce que vous sauriez dire ce que votre couple a... Enfin, ce que vous avez appris dans cette épreuve que vous auriez peut-être pas appris si vous aviez une vie de couple normale, ou alors c'est difficile à dire comme vous avez seulement vécu votre histoire? Je pense que tout couple le découvre au fil de sa vie, mais particulièrement l'écoute de l'autre et être attentif à ce que l'autre vit. Avant la biopsie, moi j'avais l'impression que c'était... moi je le vivais avec confiance et espérance, et donc comme Maëlys c'était pareil, et que je m'étais jamais posé la question qu'elle pouvait le vivre différemment. Et la biopsie a été assez compliquée pour Maëlys de le voir, parce que moi j'étais dans un lit d'hôpital à pas pouvoir bouger, mais c'est ma vie, donc en fait je sais pas que je la subis, mais en tout cas j'ai pas le choix, donc voilà, j'accepte les choses comme elles viennent. Mais Maëlys, me voir dans cet état, c'était plus compliqué, et donc depuis je me dis ah oui, en fait c'est pas évident pour tout le monde de vivre ça, et tout le monde ne le vit pas de la même façon que moi. Et donc vraiment être à l'écoute de Maëlys et de ses émotions, mais donc c'est partie de la maladie, mais en fait dans toute la vie, comment est-ce qu'elle vit les choses, et être plus à l'écoute. Ouais, moi je sais pas si la maladie m'a fait grandir particulièrement sur un point, mais il y a quand même des choses qu'on apprend. J'avais écouté un podcast de Amélie Jarnac, donc, qui a perdu son mari très jeune d'un cancer, et qui disait qu'il ne faut surtout pas être l'infirmière de son mari. Donc moi, je sais que je fais assez attention à ça, même si, quand Com est dans un lit d'hôpital à pas pouvoir bouger, j'arrive que à rester à côté du lit, donc je suis quand même un peu l'infirmière. Mais en tout cas, à pas surprotéger, à pas trop s'inquiéter. En fait, ça reste sa vie, et même si on va partager notre vie, c'est un grand garçon, et il sait très bien ce qu'il lui faut et ce qu'il lui faut pas, et ça, je lui fais confiance là-dessus pour se gérer tout seul. Moi, je suis une fille très exigeante, assez perfectionniste et assez déterminée, où ça doit filer droit, on avance, on fait ci, on fait ça, dans ces temps-là, il faut que ce soit fait comme ça, etc. Et ça m'apprend aussi à, je sais pas si je le suis moins, mais être un peu moins exigeante, et à me dire, le pauvre Com, là, il fait des études, parce qu'il a enchaîné avec un 2e master à Sciences Po Paris, un CDI à mi-temps qu'il a réussi à dégoter à la fin de son stage de fin d'études en parallèle de Sciences Po, donc c'est pas une alternance, c'est quand même un contrat assez spécifique et exceptionnel pour être à mi-temps. La maladie, c'est exceptionnel, et ça m'apprend à relativiser et à pas être trop exigeante, alors que j'ai un peu tendance à être un peu trop exigeante. Un peu de laisser aller. Un peu de laisser aller. Très bien. Et tu parlais tout à l'heure, Maëlys, des moments donc, où Com était à l'hôpital dans un lit sans pouvoir trop faire grand-chose et ça. Et aussi tu parlais tout à l'heure des moments avec un moral moins fond, parce que forcément la maladie prend de la place. Dans ces moments-là, vous vous dites quoi? C'est quoi les pensées qui vous traversent? Il y a plein de choses qui se mélangent. Moi, déjà, il y a... faut pas que je l'inquiète. En plus, il est déjà pas bien. Je vais pas commencer à lui pleurer dans les bras. Après, il y a... mais il faut quand même que je dise les choses, parce que si je les dis pas, c'est pas bien. Après, il y a... mais comment je vais réussir à les dire, parce que c'est pas simple de les dire. Après, il y a des pleurs. Après, je les dis. Et c'est quoi, du coup, que tu peux lui dire dans ces moments-là?
c'est tout ce que je ressens, pourquoi je ressens ça, quelles sont mes inquiétudes. En vrai, globalement, je finis quand même par te dire mes inquiétudes, même si j'ai pas envie de te les dire, parce que je trouve que c'est important de te les dire. Et on apprend aussi beaucoup à communiquer grâce à ça, et à pas garder les inquiétudes pour nous, et à pas cacher, et à vraiment vivre les choses pleinement. Moi, je vis aussi les choses pleinement de manière générale, mais là, du coup, voilà, les vivre comme avec n'importe qui. Et les inquiétudes, par exemple, que tu lui partages, c'est... Bon, ça peut être pourquoi on se marie alors que demain, je sais pas s'il sera encore là. Enfin, ça vraiment de l'inquiétude la plus profonde à la plus bateau. Mais il faut que tu manges. Enfin, donc il y a de tout comme inquiétude. Et moi, dans le cas spécifique de la biopsie, sûr que déjà j'étais dans un état. Il mangeait pas, il parlait pas. Je ne réfléchissais pas beaucoup. Mais, il ouvrait pas les yeux, il marchait pas, il tenait pas debout, il vomissait. Il était blanc. Mais donc c'est sûr que c'est des moments où aussi un peu de lâcher prise, hein, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et c'est sûr que c'est aussi une sensation spéciale, hein, de ne pas pouvoir communiquer forcément. Parce que j'arrivais pas beaucoup à parler. Et voilà, de vivre l'instant sans avoir de contrôle. Donc, il était très apaisé par rapport à la situation. Hein. Oui. T'étais pas du tout. Mais oui, comme c'est ce que je disais avant, en fait, je le vis moi, et je ne peux que l'accepter. Et donc, on l'accepte avec confiance, et voilà. Moi, j'avais une petite question aussi sur l'aspect très concret et financier de tout ça. Parce que du coup, comme toi, en ce moment, tu es à mi-temps. Toi, Maëlys, t'es pas à plein temps, je crois que tu me disais, pour avoir du temps pour... Si, j'ai un CDI. Ah si, t'es à plein temps, plein temps. Ouais, je suis à plein temps. Ok. Parce que financièrement, avec un... Bon, là, vous n'êtes pas encore mariés, mais quand vous ne ferez qu'un d'un point de vue budgétaire, il y a aussi pas mal d'implications parce que, en fait, la vie coûte ce qu'elle coûte, quoi. Et comment... Par rapport à la maladie ? De manière... Ouais, d'une part par rapport à la maladie, mais de manière générale, pour payer son loyer, payer ses repas, tout ça. Avec des temps partiels, vous avez forcément des salaires moins élevés. Est-ce qu'il y a des compensations J'ai eu de la chance parce que pour le moment, les traitements... donc je suis à temps partiel à cause de mes études pour le moment, mais pas à cause du traitement. Après, la question se pose, en tout cas aujourd'hui, là, vu comment ça se passe, je repasserai à plein temps après mes études. Mais c'est sûr qu'à un moment, la question s'est posée de rester à temps partiel à cause de la fatigue de la chimiothérapie. Mais j'ai de la chance, j'ai un boulot d'ingénieur où j'ai quand même un salaire même à temps partiel qui est raisonnable. Et après, oui, il y a des mécanismes qui permettent de compenser. Donc il y a le mi-temps thérapeutique qui aurait pu me permettre de travailler à temps partiel, mais en ayant le salaire d'un plein temps. Donc c'est des choses auxquelles j'ai le droit et que je pourrais demander en cas de futur chimio qui se passerait mal. Je peux complètement le demander, et donc ça ne posera pas de problème particulier financièrement parlant. Ouais, et puis jusqu'à présent, nos parents nous aident encore parce que moi j'ai terminé mon stage la semaine dernière, donc j'étais à un revenu de stagiaire. On a encore en plus les revenus de la CAF bien élevés par rapport à ce qu'on pourrait mériter. Et puis voilà, là je viens de passer en CDI, donc j'ai le salaire d'un CDI classique. Et j'ai pas besoin de mi-temps en particulier, mais effectivement, je crois qu'il y a des aides pour les aides-soignants, enfin les aidants. Les aidants, ça s'appelle. Ouais. Ok, donc là, vous êtes dans une phase où globalement la chimio se passe bien, où vous avez des boulots dans lesquels vous êtes heureux. Oui. Donc on est dans une phase un peu, tu disais tout à l'heure, comme de répit, d'accalmie que vous goûtez. Oui, et c'est très bien, ça nous permet de nous concentrer sur la préparation logistique du mariage, mais aussi plus spirituelle, ou de réfléchir sur les grandes questions de la vie future qui nous attend. Et donc c'est aussi une bonne chose que ça se calme pour pouvoir prendre pleinement ce temps et de ne pas devoir faire les choses à moitié parce que je suis trop fatigué, parce qu'il faut que j'aille à l'hôpital. C'est aussi agréable d'avoir un moment de répit dans cette période.
Après, je parlerai pas d'accalmie ou de moment de répit parce que globalement, on n'a jamais eu de période compliquée, à part cette fameuse biopsie qu'on prend toujours en exemple, mais qui a duré 3 semaines. Enfin, il y a eu une semaine d'hospitalisation, une deuxième semaine d'alitement pour se remettre de l'opération, et une troisième semaine d'attente des résultats. Mais sinon, ça fait donc 3 semaines sur 1 an et demi. En 1 an et demi, on n'a eu que des très bons moments. Parfois des soirs un peu plus inquiets que d'autres, mais globalement, ça va bien. Et, et voilà. Moi, j'avais encore quelques questions pour vous. Quel est le rapport que vous avez face à la mort, tous les deux? Alors, on n'en a jamais trop parlé. Alors, je pourrais peut-être répondre l'un comme l'autre. Je pense qu'on n'est pas inquiété par notre mort, parce que j'ai pas l'impression que ça nous fasse peur, ou qu'on conscientise pas assez ce que c'est pour en avoir peur, en tout cas. Après, la peur de la mort de l'autre, forcément, c'est un peu plus effrayant que sa propre mort. En tout cas, j'ai conscience que Maëlys a autant de chances de mourir que moi je peux. Et qu'en fait, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc, sûr, c'est quelque chose dont on n'a pas trop conscience et auquel je pense qu'on n'a jamais conscientisé. Mais moi, je garde à l'esprit que ça ne sera pas forcément moi qui partira le premier. Euh, donc, euh, donc ouais, et malheureusement, ça peut arriver. Et je ne sais pas si je dirais que je serai prêt, parce que je pense qu'on n'est jamais prêt, mais en tout cas, je sais que ça peut arriver, quoi. Ouais, puis comme il me le répète tout le temps, dès que je suis un peu inquiète, non mais t'inquiète pas que ça peut être toi demain qui te fait écraser par un camion. Ouais. Ce qui est vrai, donc bon. Non, puis moi je me dis aussi, s'il nous reste X années à vivre, autant bien les vivre, quoi, plutôt que dans la peur de la mort. Parce que c'est gâcher le temps qu'on aura ensemble. Donc autant kiffer, quoi. Trop bien. Et petite question un peu plus légère. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour prendre soin de votre relation? On fait les love dates. Les love dates, c'est un petit carnet qu'on nous a offert à nos fiançailles pour préparer le mariage. Donc c'est un rendez-vous mensuel autour d'un carnet de questions. En vrai, c'est pas du tout ce qu'on fait pour prendre soin de la relation. Mais là, en cette période de fiançailles, je pense quand même à ça parce qu'il y a beaucoup de soirées de préparation, de soirées de rencontres, de soirées de discussions avec des gens X ou Y. Et ça permet de prendre soin de la relation parce qu'on dit des choses et qu'en fait, c'est vraiment en communiquant qu'on fait grandir notre relation. Oui, dans rendez-vous hebdomadaire, ça c'est quelque chose ouais, on se donne rendez-vous un soir par semaine. Ça va être dans la vie de tous les jours, sinon on se voit forcément avec des amis ou des gens autour, donc avoir un temps vraiment tous les deux, peu importe l'activité, mais en tout cas d'être tous les deux, et dans la communication. Ouais. Et je dirais aussi qu'on est deux personnalités très douces et assez tendres, et que du coup on est vraiment dans l'expressivité du je t'aime, du bisou et du câlin. Et qu'on a besoin de ça l'un pour l'autre, l'un comme l'autre. Et que ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans notre relation, ça. Très chouette. Est-ce qu'il y a des trucs, donc pas forcément liés à la maladie, mais de manière générale sur le fait que vous êtes en couple depuis 1 an et demi, tout ça, que vous redoutez dans le fait de vous marier, de vous engager, ou alors pas tant? Je dirais qu'on ne redoute pas de quelque chose. Il n'y a pas quelque chose qui nous effraie. Et quand on nous demande justement pourquoi vous voulez vous préparer au mariage, parce qu'on demande une préparation au mariage, bon, on ne sait pas trop ce qu'on a besoin de préparer. Mais de fait, vu que ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble et qu'on est des personnalités assez douces et peu conflictuelles, on n'a jamais eu de vrais conflits. On ne s'est jamais engueulé, on ne s'est jamais hurlé dessus, on s'est jamais... Bon, on a parfois des petits désaccords, mais rien de bien méchant. Donc ça, c'est un peu un questionnement de se dire, bon, est-ce qu'un jour on ne sera pas d'accord ? Ou jamais. Est-ce qu'il y a une phrase qu'on a pu vous dire, un conseil, je sais pas trop quoi qu'on a pu vous dire dans cette, depuis que vous êtes ensemble, depuis 1 an et demi, qui vous a aidé dans des périodes peut-être plus de down? On est aussi tombé sur une année, donc qui est l'année jubilaire. Bon là le thème c'est l'espérance et c'est l'espérance ne déçoit pas. Bon bah go, l'espérance ne déçoit pas. Et sur des conseils un
peu plus pratique. Moi, j'avais eu cette discussion au travail autour du café, mais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est quand même aussi quelque chose que je raconte régulièrement. Que c'est ça la valeur de l'engagement et c'est ça le mariage. Et moi, ce serait l'écoute et la communication. C'est des choses, je trouve, très basiques qu'on nous dit assez vite dans un couple, mais en fait, il ne faut pas juste l'avoir en tête, c'est quelque chose qui s'applique et auquel on s'applique au quotidien. Et en fait, c'est hyper important. C'est ça qui permet de faire vivre le couple, peu importe ce qui se passe. Trop bien. Et dernière question. Tu disais, Maëlys, tout à l'heure que tu écoutais pas mal de podcasts et que tu aurais bien aimé écouter des histoires de personnes qui vivent une épreuve similaire à la vôtre. Tu penses que, du coup, si c'était toi qu'on mettait dans... tu es en position de donner un conseil à un couple qui vit la même chose que vous. Qu'est-ce que tu lui dirais qu'est-ce que vous leur diriez tous les deux Moi, je cherchais beaucoup de témoignages positifs. Et pas de témoignages qui étaient j'ai perdu ma tante à 40 ans, j'ai perdu mon mari à je sais pas quel âge, et plutôt des gens qui disent nous on vit avec ça tous les jours et tout va bien et la vie est belle. Donc c'est carrément le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, et qu'on vit notre vie vraiment comme un humain lambda qui est très heureux d'ailleurs, donc pas forcément très lambda parce qu'il y a des gens moins heureux que nous. Et ouais, on avait rencontré un couple sur Facebook. En gros, on avait mis un petit message « Salut, s'il y a des gens qui passent par là, on serait ravis de pouvoir discuter avec vous. » Et ce couple était parisien aussi, et ça avait été très chouette de discuter avec eux. Donc ouais, c'est un témoignage assez positif que j'ai envie de véhiculer. Moi, je dirais engagez-vous, parce que malgré la maladie, on a plein de choses belles à vivre. Donc en fait, allez-y. Il faut se poser des questions, mais aussi un moment, dans tout discernement, il y a un moment où il y a des inconnus et une part de mystère. Et donc, faut y aller. Et c'est pas la maladie, en tout cas, ne freine pas plus une vie. Donc, engagez-vous. Ok. Et ce sera le mot de la fin. Merci, comme Maëlys. Merci beaucoup. Ouais, merci Marguerite. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt!